Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Le Wemax. On se retrouve pour l'épisode 10 de la saison 3 ou 4 selon le découpage que vous préférez de Kimetsu no Yaiba. On va revenir sur l'épisode, donner nos avis, nos impressions, etc. sur cet épisode du coup qui correspond au chapitre 123 et 124 de Demon Slayer. Merci à Atsushi qui nous donne des notes par rapport au manga, au comparatif. Vous allez voir ça plus tard dans la vidéo. Pour le moment, on doit faire un truc. On doit faire un truc, on doit vous demander de vous abonner, les amis. Il faut exploser ce fucking compteur d'abonnement. Il faut qu'il fume, clac, 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 bruit de tambour et tout. Chaque fois que vous cliquez, il faut que vous entendiez le tambour de cette quatrième lune. Voilà, il faut. On compte sur vous, les amis. Et blague à part, c'est parti du coup pour cette review qui met en avant, cette fois-ci, le pied de l'amour. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Kanroji du coup Mitsuri qui va faire ses exploits, c'est évidemment le titre de ce chapitre. Mitsuri Kanroji, le pilier de l'amour. On savait qu'elle allait briller, je pense. J'ai eu une petite inquiétude avant le début de l'épisode, c'est-à-dire que moi j'avais établi une théorie que j'ai mis là dans mes notes. Je l'ai mis en fait la semaine dernière, après la diffusion de l'épisode 9. Et j'étais à peu près sûr que là, les piliers qu'on a vu comme Tokito s'est débarrassé facilement de Gyokko, qu'on allait les voir bien briller, quoi, qui soit suffisamment mis en avant, sinon ça sert à rien. D'autant plus que Mitsuri, on l'a peu vu, et là, elle avait une apparition un peu, voilà, tu sens qu'elle est au-dessus, quoi, elle va se charger du truc. Mais j'ai eu une inquiétude avant le début de l'épisode, je me suis dit, imaginons qu'on nous la montre comme ça, clac clac, elle coupe toutes les hydres de liane qui se dirigent vers elle, etc., hyper facilement, pour qu'en fait elle se fasse détruire par comment il s'appelle, Zorakten. Je me suis dit, ça prouverait la suprématie de Zorakten. Je vous explique pourquoi. Ma théorie, c'était que là, tous les piliers qu'on voit, Kanroji, Tokito, ils se baladent. On les voit se balader, etc. On les voit gérer. Tokito très facilement face à Gyokko. Mitsuri un peu moins facilement, mais toujours en se déplaçant avec aisance face à Zorakten. Et je me suis dit, là, on voit leur niveau, en fait. Et du coup, Tokito, il est là par rapport à la 5e lune. Et quand on va voir genre la 2e ou la 1re lune, Mitsuri, Tokito, ils vont se faire détruire. Ils vont se faire détruire, mais en 2 secondes. Ce qui va permettre, c'est ma théorie, hein, j'ai pas lu le manga, attention, on rappelle qu'on n'a pas lu le manga là sur la chaîne, ce qui va permettre de mettre en avant justement les prochaines lunes. Parce qu'il y avait beaucoup de commentaires, et même encore sur la dernière vidéo, pas mal de gens qui parlaient du niveau des lunes. Et notamment pas mal de personnes qui étaient contentes de notre review parce qu'ils se disaient, vous avez compris justement le niveau des piliers, c'est pas les lunes qui sont nulles, c'est ces piliers qui sont totalement starbés. Et je pense que cette mise en scène de Gotoge est là pour nous mettre sur un piédestal ces piliers qu'on n'avait pas vus. Il est nécessaire à un moment donné aussi de les mettre sur un piédestal, sinon si toutes les lunes triomphent facilement des piliers, on va se dire en fait les piliers puent juste du cul, en fait, c'est juste ça en fait. Tandis que là, si on les voit briller, on se dit, waouh, c'est des fous quand même, c'est 4e lune, 5e lune et tout, mais dès qu'on va voir des lunes au-dessus, ils vont se faire ruiner de ouf, ça va être ça le plot twist, ce qui va mettre en avant évidemment ces lunes et le rapport de puissance, on peut dire de ça, on peut dire de puissance. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, ça paraît logique. Elles sont numérotées par ordre de puissance en fonction de ce que Muzan, et Dieu sait que Muzan, il a l'air très compliqué pour choisir ses bras droits. Donc, ouais, je pense que là, on n'est pas au bout de nos surprises. Est-ce que Kanroji et Tokito vont faire partie de la bataille, admettons, contre la 3e, la 2e lune, étant donné qu'il y a encore pas mal de piliers, tu vois? C'est-à-dire que je suis totalement d'accord avec ton exemple où un Kanroji Tokito qui se balade maintenant mais qui se fait démonter par la 3e lune, admettons, ça sert de seuil de calcul. Tu dis, ah ouais, d'accord, là on est encore monté d'un cran. Mais s'il ne participe pas, parce que, bon, tu vois, la dernière saison, bon, la 2 ou la 3, encore une fois, dépend de votre découpe, on a eu Tengen et on avait eu Rengoku. Là, on a Tokito, on a Kanroji. Je me demande si on va pas avoir du Sanemi et du Higuro en avant sur la prochaine, quitte à ce qu'en fait ce soit la dernière lune ou le combat contre Muzan qui les rassemble toutes. Mais je me dis, il faut bien que les autres, à un moment donné, débarquent aussi, tu vois, à l'écran, comme dans le manga. Léo l'a dit, on n'est pas lecteur.
Donc ouais, ça peut servir de ref, tout comme ça dépend comment ça va se tramer, parce que tu vois, si admettons Sanemi débarque, il se fait dépouiller par la troisième lune, étant donné que je ne sais pas le niveau de Sanemi comparativement à Kannoji ou Tokito, je saurais pas te dire. Exactement. Tu vois, c'est ça le truc, hein, c'est ce schéma pour le moment qu'elle fait Gotoge de nous introduire un ou deux piliers à chaque fois. C'est bien au début, mais maintenant qu'elle a introduit ce truc qui permet de les mesurer par rapport aux lunes restantes, comme tu l'as dit, Sanemi s'il débarque, il se fait fumer, bon on va se dire bon il pue juste du cul Sanemi, tu vois. On n'aura pas de d'éléments de comparaison d'éléments de comparaison, sauf si de la bouche d'un des piliers on nous dit oh Sanemi en fait c'est le deuxième meilleur, là on va dire ah d'accord. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc en tout cas, cet aparté semblait important pour la vision que pouvait avoir de la puissance de chacun, parce que effectivement, Mitsuri Kannoji, elle a fait la folle, elle a fait la majorette, la GRS. GRS. C'était le retour de la GRS. Pour toutes celles et ceux qui aiment la GRS, franchement, de beaux mouvements. Et l'animation, encore une fois, faut qu'on en parle là maintenant, parce qu'après on va oublier, mais l'animation de cet épisode, même les musiques, la sélection musicale aussi. Magnifique. Yuki Kajiura, d'ailleurs dans ses notes Atsushi, lui nous parle du groupe Kalafina. Voilà, il est pas impossible que Kalafina ait œuvré sur cet épisode. Supposition, hein, vu que Yuki Kajiura bosse souvent avec Kalafina. Et Yuki Kajiura, c'était aussi le compositeur de Tsubasa Chronicle ou encore Sword Art Online. Peut-être, en tout cas c'était magnifique, c'était grandiose, et j'ai beaucoup aimé aussi l'utilisation du rose. Comme on est dans... C'est la réal qui fait ça. Comme on est dans un épisode qui se passe de nuit, ils ne sont éclairés que par la lumière de la lune, c'est une mise en scène, parce qu'en vrai, dans la vraie vie, tu verrais rien du tout. Hein. Mais en tout cas, dans l'épisode, en tout cas, on voit très bien, avec une belle lumière blanche qui vient du dessus. Toutes les nuances de rose sont apportées par Kannoji, quasiment, puisque le reste Zorakten, lui, c'est des éclairs rouges et des éclairs bleus, je crois. Du coup, celle qui apporte les nuances de rose, le fait qu'elle se déleste de son machin, là, à un moment donné, quand elle se fait exploser, fait qu'il y a moins de rose sur elle, et du coup, les faibles nuances qu'il subsiste, vu qu'elle est habillée tout de noir, c'est dans ses yeux, ses cheveux, et son katana. Et ça, c'était très bien amené, parce que justement, quand elle se rue sur Zorakten, qu'on a un plan comme ça de face, subjectif en fait, du démon, où il la voit arriver, on la voit elle comme un démon en fait. C'est elle la prédatrice, tu vois, c'est l'œil rose dans la nuit, tu vois, et j'ai beaucoup aimé ça. C'était stylé parce que ça te permet de voir un peu, tu vois, positionner le pilier comme un prédateur de démon, du coup, ça te permet de voir sa dangerosité pour les démons. Et d'autant plus de la part de celle qui représente le love, pas la naïveté, parce qu'elle est pas naïve non plus, mais voilà, l'extrême gentillesse, la douceur, etc. Et là, après son flashback, en fait, effectivement, elle débarque, c'est une tigresse, en fait. Clairement, elle cache un potentiel de malade. Et qui dit potentiel, dit qu'elle a aussi une marque. On a découvert dans cet épisode qu'elle avait une marque, Kannoji. Donc, est-ce que tous les fous de cette génération, et qui vont se hisser au sommet lors d'une possible bataille finale contre Muzan, doivent avoir cette marque pour résister ou pour, en tout cas, mener correctement l'assaut face à ces démons de plus en plus puissants. C'est vrai que ça rejoint une théorie qu'on avait, rappelle-toi. On se disait que le souffle du soleil, le souffle initial, avait peut-être eu des descendants. Disons que le souffle initial s'est réparti en plusieurs souffles différents. Un arbre généalogique, vous imaginez, avec les différentes branches, les flammes, donc Tanjiro, l'amour, je sais plus quoi, l'eau, la glace, je dis n'importe quoi. Voilà, la brume maintenant. Voilà, la brume avec Tokito. Donc il est possible en fait que ce soit hérité de ça, mais que du coup tous les utilisateurs d'un souffle qui hérite du souffle initial en fait en quelque sorte, et une marque. Elle, j'ai l'impression que ça ressemble à un trèfle, mais je suis pas sûr que ce soit un trèfle en termes de symbolique par rapport à l'amour, je vois pas le rapport. Et je connais pas assez le langage des fleurs pour pouvoir vous être explicite. En Europe, l'amour c'est les roses, mais au Japon... On va savoir.
Bon, en tout cas, ouais, non, c'était super stylé parce que tu vois, et c'est là quand même que malgré l'enchaînement, sa compétence de malade, parce que forcément très vite se met en place le plan. Elle qui s'occupe du coup de Zorakten, et on a Tanjiro, Nezuko, Genya qui eux vont s'occuper d'aller chercher Hantengu, parce que voilà, il faut que elle s'occupe de Zorakten pendant que eux maîtrise le peureux, parce que sinon elle peut pas le faire tomber si on fait pas tomber l'original. Donc très belle stratégie, mais Zorakten, les amis, et ben Zorakten, elle lui a découpé ses hydres, elle maîtrisait le game, elle était vénère. Je dis, ouais, ah ouais, elle gère de ouf quand même, elle gère de ouf, mais On a eu peur hein, quand même à un moment donné. Faire, hein. Quand elle s'est fait fumer à bout portant, je me suis dit, non, pas déjà, c'est pas possible. Surtout qu'ils viennent de dévoiler, alors c'est de l'ordre du détail, mais si vous suivez tout ce qui est autour du... Bah là, c'est pas le manga en l'occurrence, vu qu'on regarde l'animé, mais autour d'un animé, il y a forcément de la promotion, du commercial, etc. Ils viennent de dévoiler une nouvelle figurine de Mitsuri, ils avaient attendu cet épisode précisément pour la dévoiler. Donc je me suis dit... Pas possible, tu peux pas la faire mourir là maintenant. Surtout que le flashback débute au moment où elle va se manger le coup de Zorakten. Un flashback qui nous fait des rétrospectives mais à l'envers. Intéressant. C'est-à-dire il démarre par ses 17 ans, ensuite on s'enfonce, elle a... je crois elle est bébé, et ensuite on repart en avant, dans la chronologie, les petites filles... C'était pas dérangeant, voilà, c'était bien mis en scène, j'ai bien aimé, ça permet... Bon, je m'y attendais au flashback, hein. Franchement, avec le titre de l'épisode, tu comprenais qu'on avait un parallèle avec l'épisode de Tokito, donc je m'y attendais. En revanche, ils ont joué subtilement, voilà, comme j'aime bien, vous savez. C'est-à-dire, ils en ont pas fait des caisses, et en plus de ça, bon, il y a des zones d'ombre encore pour le moment, tu vois. Son deuxième mariage, je sais pas comment ça s'est fini, mais on sait juste que comme il y avait ce très beau message au milieu de l'épisode qui était va plutôt dans ton domaine de compétences, c'est là où tu es libre, tu vois, plutôt que de t'enfermer et de te restreindre. J'ai bien aimé ça d'ailleurs, parce qu'on voit qu'elle est complexée, donc ça doit parler à pas mal de monde, et en plus de ça elle se teint les cheveux, elle se retient de manger, etc. En fait elle se guinde, elle se transforme pour essayer de plaire non seulement à son futur mari mais aussi à la société. Et je trouvais que c'était une très belle leçon pour les gens complexés, mais au milieu de ça, elle cherche une place où être elle-même. Et finalement, elle l'a trouvée chez les pourfendeurs. Il y a eu les mots de Kagaya qui étaient très justes, Kagaya-sama du coup, hein, le fameux Oyakata. Et bah tu vois, avec les trois là qui la sauvent, là, tu vois qu'elle est là où il fallait qu'elle soit. C'était un très beau message, d'autant plus que dans la société japonaise, il y a beaucoup de... En tout cas, c'est un pan de la société qui veut qu'on fait très attention à ce que les autres disent. Donc faut pas se faire remarquer parce que les gens parlent. Et il faut faire attention, tu vois, se préserver l'image et tout ça. Et elle, oui, fallait pas que les gens disent qu'elle est grosse baraque, super forte, qu'elle mange comme 35, et puis je sais plus quoi. Parce que sinon... pour trouver sa place en tant que femme japonaise dans la société, ça va être compliqué. Attention, on est dans des idées qui sont du début du siècle, hein, du début du siècle dernier, pas du 20e siècle. Hein. Enfin, si du 20e siècle, pas du 21e plutôt. C'est début 1900 à peu près ce qu'on voit. Il y a les trains à vapeur, certes, mais et c'est mélangé d'ailleurs avec la fin du 19e, avec la société qui évolue. On voit qu'il y a des armes à feu, mais il y a encore des katanas et des trucs comme ça. Bref, tout ça pour dire ça. Que c'était un beau message de la part de Gotoge qui pouvait parler à pas mal de monde et notamment au Japon d'ailleurs. Ouais, et puis j'étais aussi content dans ce flashback de voir l'intervention de Higulo qui a l'air à fond sur Kannoji. Voilà, il offre des chaussettes, à mon avis. C'est bizarre, hein. Offrir des bas, c'est même pas des chaussettes, ce serait des petites soquettes, tu vois, tu vas avoir froid aux pieds. Non, il lui offre des bas, je me suis dit, il est fétichiste le gars, il veut juste voir un meuf avec... Bon, en tout cas, on voit qu'il est à fond. Ouais, il est à fond, mais ça, je pense que c'est pas anodin. Je pense que ça va peut-être construire la relation que les deux vont entretenir, peut-être le comportement de Higulo, etc. Parce que moi j'ai kiffé ce flashback dans le sens où ça vient renforcer l'attache qu'on a de Kannoji, on la connaît mieux, on a un peu plus d'attrait de sa personnalité, ce qu'elle était, ce qu'elle devient, pourquoi elle est comme ça, etc. Donc ça c'est génial, il faut du background au personnage si on veut s'attacher, sinon on s'attache à une image frêle et très peu profonde.
Donc je trouvais ça nécessaire. Et maintenant, cette petite anecdote avec Iguro, je me dis, imagine demain, en reprenant ta théorie du début, que Kannoji, elle se fait malmener par, je dis n'importe quoi, troisième lune et tout, elle est au sol et tout, et Iguro, il arrive. Ça peut permettre une ascension ou un pétage de câble ou un engagement de Iguro peut-être, ou un dépassement qu'il n'aurait peut-être pas eu s'il était peut-être pas attaché à la personne qui se retrouve au sol face à un démon. Ou alors, voilà, un déclencheur. Ça peut être son déclencheur. À voir. Qui aurait pas s'il n'y avait pas eu cette introduction dans le flashback de Mitsuri. Moi, on le comprend. Ouais. C'est ça. Et puis, de leur côté, pour parler quand même des trois lurons, bon, ils essayent de gérer comme ils peuvent. Ils arrivent à, du coup, repérer où est Hantengu. Ils arrivent en essayant de combiner leurs attaques. Un Genya qui nous en apprend un peu plus, d'ailleurs, sur ses capacités, que quand il bouffe un démon, il en devient un lui-même pendant un court instant. Ça, c'était intéressant, parce qu'on comprend du coup un peu plus ses facultés. Du coup, il bouffe des racines pour essayer de fragiliser cet arbre. Cumule du pouvoir de Nezuko, de Tanjiro. Et d'ailleurs, c'est pas tant que quand il bouffe un démon, il en devient un lui-même, c'est aussi qu'il acquiert aussi ses capacités, je crois. Enfin, en tout cas, sa résistance, son pouvoir. Parce que lui, je pense qu'il a dû être mordu par un démon, ça nous est pas dit. Mais c'est pas un humain juste qui tape un croc dans un démon, je pense. Ouais, et d'ailleurs, c'est très lié au démon, hein, sa faculté, parce que dans cet épisode, Zorakten veut bouffer Mitsuri parce qu'il se dit putain, elle est badass, elle est forte et tout. On se renforce quand on bouffe des humains de fort potentiel. Bah là, en fait, il nous a fait la même Genya, mais à l'envers. En gros, je deviens plus puissant si je bouffe du démon plus puissant. Donc, c'est un peu le miroir. Bref, ils arrivent à ouvrir sa coquille, mais le peureux est en train de se barrer. Comme d'habitude, il passe son temps à se barrer, lui, de toute façon. Et là, juste avant l'assaut du Nezuko vénère, on a quand même eu un petit... Comment dirais-je ? Un petit monologue de la part de Hatengu qui fait pitié. Il fait genre, ouais, je suis un gentil et tout, en fait. J'ai jamais menti dans la vie, c'est zig et tout. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'il va se retourner en mode, il y en a ras-le-bol d'être le gars qui fait pitié en permanence et qui est la victime. Il va faire quelque chose. Est-ce qu'il va fusionner lui-même avec Zorakten et devenir le gars final à abattre? Je sais pas. J'ai trouvé ça trop redondant, si c'est juste pour encore nous faire pleurer. Moi, j'ai trouvé que pour la première fois, au contraire, prise de conscience. On avait pitié de Hantengu. C'est-à-dire que jusqu'alors, bon, on avait le point de vue de Tanjiro qui est vénère. Oh là là, très très vénère contre. Tu vas assumer tes actes. Qui me dit. Il fait assumer, j'ai jamais menti et tout. J'assume, y a pas de souci. Mais on a eu pitié pour Hantengu pour une fois. Et ouais, pour une fois aussi, je sais pas, j'ai pas de piste vers où ça peut se diriger. À part effectivement oui, la fusion avec Zorakten qui ferait l'ennemi le plus puissant, et là Mitsuri se ferait balayer vite fait. Et il faudrait l'alliance de tout le monde, mais et puis ça serait plus facile, au moins t'as une tête à couper. Mais ouais, pourquoi nous insuffler la pitié envers Hantengu? Gotoge, pour moi c'est ça, hein. C'est juste de la psychologie, hein. C'est pour montrer que il a eu pitié, on pensait qu'il allait être le peureux, qu'on allait abattre de manière isolée, et puis c'est un peu dur, hein, finalement, de couper la tête à quelqu'un qui nous fait nous pleurer, tu vois. Peut-être que l'image elle est pas si belle que ça si on en vient à tuer celui qui pleure et qui subit son destin et blabla. Tandis que si c'est le début d'un esprit vengeur où en mode il dit d'accord, j'ai fait que pleurer pendant ces milliers d'années, maintenant c'est fini. Et il fusionne avec Zorakten et du coup il ne fait qu'un qu'avec cette entité démoniaque et il devient vraiment le gars. L'horreur dans son plus bel appareil en mode maintenant c'est terminé, je ne pleurerai plus, je suis l'entité démoniaque qui va vous réduire à néant. On aura peut-être plus de facilité à ne pas avoir de pitié à lui couper la tête. Je sais pas. Et puis on aurait une seule, comme tu dis, et même entité finale. Sinon, il aurait servi à rien, Hantengu. En plus, je sais pas. À diviser les forces. Il aurait servi à diviser les forces et à faire en sorte que les 4 démons et maintenant Zorakten ne soient pas facilement tranchables. Parce que potentiellement, Mitsuri, elle lui aurait coupé la tête avant qu'il lance son attaque. Comment ça s'appelle dans Pokémon, ce que fait Nosferapti là et tout ça. Nosferapti, il fait des attaques nids. Il fait choc. Dites-nous dans les commentaires. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, vous l'avez sûrement dans les commentaires.
Ouais, moi je l'avais pas. Voilà, bah écoute, en tout cas, un épisode plutôt efficace, qui ne se termine pas avec autant de facilité que ce qu'on aurait pu, entre guillemets, entrevoir avec le titre de l'épisode qui était la dénomination du pilier. On a eu la même avec Tokito, ça a entraîné la fin de Gyoko. Là, non. Mais bon, épisode prochain, dernier épisode. Double épisode, paraît-il même. Donc on va avoir 40 ouais, donc minutes. double épisode sur la chaîne. Bon, vous retrouverez la vidéo comme d'habitude, mais du coup, ouais, c'est chiant, quoi. La saison se termine. Potentiellement, soit, de toute façon, Zorakten, il saute. Oh, c'est sûr, il saute. Ouais, c'est à peu près sûr, il saute. Sûr. Soit il saute, soit il ruine tout le monde et il part vainqueur, mais il a aucune raison de partir. Normalement, il devrait les manger. Donc, il saute. Voilà. Je pense qu'il saute parce que je vois bien une fin en mode Muzan vénère et il envoie... tu vois, la fin et le climax du coup de cette saison 3, ce serait Muzan vénère qui envoie la 3e lune ou la 2e en mode... Moi, je pense qu'il va envoyer Miyano. Le clown. Ouais, donc Miyano, je pense. C'est pas parce parce que on l'a vu en introduction. Tu sais pourquoi je pense à ça aussi? On l'a vu en introduction de saison, il voulait y aller. Ouais. Donc ça va se terminer par, en fin de saison, il va vraiment y aller, alors qu'en début de saison, il était empêché d'y aller. Et si je la retrouve, en plus, je vous montre cette image, le flyer, ce key art, mais on voit Miyano en fait dessus. Donc si c'est le cas, ce serait peut-être un indice sur la direction que va prendre cette, du coup, 4e saison ou Miyano, 5e saison selon c'est le nom du CI, le nom du personnage, on l'a déjà oublié. Ouais. Dites-nous en tout cas ce que vous avez pensé de cet épisode, quoi. Doma, non? Doma, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Dites-nous ce que vous avez pensé de Doma, de sa magnifique coiffure, on dirait qu'il a mis, tu sais, les mémés quand elle coud des petits mouchoirs ou des trucs de nappe, on dirait qu'il l'a posé sur sa tête. Voilà, dites-nous ce que vous pensez de cette dégaine et si vous avez hâte d'être au prochain épisode, double épisode du coup, la semaine prochaine. À très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, des bisous, on vous aime. À prochain. Ciao.